C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Ainsi nous avertissait Montesquieu dans l'Esprit des lois. Le plus simple serait évidemment de ne donner de pouvoir à personne, pour que personne ne puisse en abuser. Malheureusement, cela est impossible. La vie, en l'absence de toute loi et de toute autorité, est ce que certains philosophes appellent l'état de nature. Et l'état de nature n'est pas une condition désirable. La vie y est courte, brutale, mauvaise et misérable. Le besoin d'être gouverné est aussi naturel à l'homme que le besoin de manger ou de boire. L'homme est l'animal qui a besoin de se donner des lois. Par conséquent, partout où il y a des groupes d'êtres humains, on trouve une forme ou une autre d'autorité. Et l'une des questions les plus importantes de la vie humaine est donc qui doit détenir cette autorité et comment l'organiser de manière à ce qu'elle ne soit pas tyrannique. Nous avons vu la dernière fois que l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est la séparation des pouvoirs. Mais en disant cela, nous sommes loin d'avoir résolu notre problème. Il est assez facile en effet d'écrire une constitution dans laquelle les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, seront séparés en les confiant à des institutions différentes. La vraie difficulté est de faire en sorte que cette séparation se maintienne dans le temps. Ou plus exactement, la difficulté est double. Il s'agit de parvenir à ce que les pouvoirs restent séparés sans pour autant paralyser l'action du gouvernement. Souvenez-vous, nous avons absolument besoin d'un gouvernement, et même d'un gouvernement énergique, capable de faire respecter les lois et de défendre le pays ou la nation. Donc nous voulons un gouvernement puissant, mais pas trop puissant, ou plutôt un gouvernement qui ne puisse pas abuser de sa puissance. Donc nous voulons des pouvoirs séparés, mais pas non plus complètement opposés les uns aux autres, ni incapables de collaborer. Tout est une question d'équilibre. Or, tout équilibre est précaire, toujours menacé de s'effondrer. Dans le cas de la séparation des pouvoirs, le problème est le suivant. Une constitution n'est par elle-même qu'une barrière de papier, un morceau d'écrit. Ne trouveriez-vous pas ridicule l'idée qu'il serait possible d'arrêter un malfaiteur simplement en lui lisant le code pénal? Si, bien sûr. Eh bien, de la même manière, n'est-il pas évident que, si un détenteur du pouvoir politique désire abuser de ses pouvoirs, il ne suffira pas de lui lire la Constitution pour l'arrêter. James Madison, qui fut l'un des principaux rédacteurs de la Constitution des États-Unis, explique que le meilleur moyen d'y parvenir est, je cite, de donner à ceux qui sont en charge de chaque pouvoir les moyens constitutionnels nécessaires et les motifs personnels pour résister aux empiètements des autres. Il ajoute, il faut opposer l'ambition à l'ambition, et l'intérêt de l'homme doit être lié au droit constitutionnel de la place. Ce système, qui consiste à suppléer par l'opposition et la rivalité des intérêts au défaut de sentiments meilleurs, se retrouve dans tout le cours des affaires humaines, publiques et privées. Et il est particulièrement nécessaire dans la distribution des suprêmes pouvoirs de l'État. Cela implique donc que les trois pouvoirs, loin d'être séparés de manière étanche, doivent au contraire pouvoir se contrôler mutuellement, et donc que chacun puisse intervenir dans l'activité des autres. Chaque pouvoir doit posséder des armes constitutionnelles suffisantes pour répondre à une tentative de la part des autres d'empiéter sur son territoire. Par ailleurs, chacun des titulaires du pouvoir devra avoir un intérêt personnel à défendre son territoire constitutionnel. Et en défendant son territoire constitutionnel, en défendant ses prérogatives, chaque détenteur du pouvoir contribuera en fait à protéger tous les citoyens contre les abus de pouvoir. Comme le dit encore Madison, il faut que les intérêts privés de chaque individu soient une sentinelle pour les droits publics. Les constitutionnalistes distinguent habituellement séparation rigide ou stricte des pouvoirs et séparation souple des pouvoirs. La séparation rigide est censée correspondre à un état dans lequel les trois pouvoirs sont spécialisés et organiquement séparés. La séparation souple est censée correspondre à un état où les trois pouvoirs ne sont pas spécialisés et ont un fort niveau de collaboration. Cette distinction recoupe une autre distinction très souvent utilisée par les constitutionnalistes,
la distinction entre régime présidentiel et régime parlementaire. J'ai consacré une vidéo spécifiquement à ces notions que tout étudiant en droit constitutionnel doit connaître. Mais il importe d'ores et déjà de bien comprendre que ces distinctions sont d'un intérêt pratique limité et qu'elles ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Il s'agit simplement de manière un peu différente d'essayer de parvenir à un même résultat, à savoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Dans tous les cas, la séparation des pouvoirs ne peut fonctionner que si les pouvoirs collaborent et si par ailleurs ils disposent de moyens de contrôle réciproques. Il n'existe pas une seule manière de bien séparer les pouvoirs. Plusieurs chemins mènent à Rome. Chaque constitution doit être appropriée au peuple pour lequel elle est élaborée. Elle doit tenir compte de son histoire, de ses mœurs politiques, de ses particularités multiples. Ce qui fonctionne bien dans un pays ne fonctionnera pas nécessairement bien dans un autre. Autrement dit, le bon constitutionnaliste s'inspirera de l'exemple de Solon. Solon, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, est ordinairement considéré comme le fondateur de la démocratie athénienne. À des Grecs qui lui demandaient un jour « Quelle est la meilleure constitution ?» Il aurait répondu « Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ?» À un autre qui lui demandait s'il avait donné aux Athéniens les meilleures lois possibles, il aurait répondu « Je leur ai donné les meilleures lois qu'ils sont capables de supporter. » Élaborer une bonne constitution qui établisse une séparation des pouvoirs solide, durable, efficace n'est pas une petite affaire. Il faut, pour y parvenir, une profonde connaissance de l'histoire, de la politique, de la nature humaine, beaucoup d'expérience et beaucoup de réflexion. Mais c'est aussi ce qui rend le droit constitutionnel si intéressant. Pour progresser dans notre compréhension de la manière dont fonctionne la séparation des pouvoirs dans la pratique, il nous faut maintenant nous tourner vers l'étude de quelques constitutions ayant réellement existé. L'histoire de la France moderne nous offre malheureusement de bons exemples de séparation des pouvoirs mal conçus. C'est donc ce que nous verrons la prochaine fois. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant!